vers une petite histoire de la animalité. Les devenirs animaux ne sont pas des rêves ni des fantasmes. Ils sont parfaitement réels. Mais de quelle réalité s'agit-il? C'est une épigraphe pris du capitalisme et schizophrénie, 1000 plateaux, de Gilles Deleuze et Félix Guattari. Il y a un excès d'humain, un excès d'humanité. Cette phrase est en soi très controversée, puisque c'est précisément là le manque d'humanité qui semble dominer les mondes actuels. Surtout à cette époque post-pandémique. Nous sommes immergés dans une véritable crise de l'humanisme. Cependant, comment faire pour situer à nouveau au cœur du débat les problèmes de l'humanité? Il faut nous rappeler de la fameuse carte sur l'humanisme de Heidegger, et aussi la contestation qui a fait un débat énorme et véhiculé par Piotr Sloterdijk avec son texte Les normes du parc humain, qui a crispé à Habermas et à tant d'autres, parce que a placé au cœur de la discussion la question de l'inhumain et de la post-humanité. Mais on n'est pas là encore. Cette notion de l'humain nous fait penser inévitablement à son contraire, à l'inhumain. Or, l'inhumain, cette notion si chère à Jean-François Lyotard, ne serait pas l'objet de notre étude, même s'il existe un certain lien avec l'animalité. Quel est donc le rapport entre l'humain et l'animal? Un tel rapport est une évidence, mais parfois pas tout à fait consensuel. Un véritable combat entre les deux entités a créé une sorte d'abîme, de distance, où l'un domine l'autre en excluant toute possibilité d'équilibre. Dans cette relation de non-équilibre, on craint l'animal et on lui fait subir les pires des choses. On va projeter sur lui tous les aspects négatifs de l'être humain. Les baleines assassines, les chiens sauvages, etc. L'animal est alors considéré irrationnel et impulsif. En revanche, on songe à un état idéal où l'humain établirait une alliance avec l'animal. Par conséquent, les êtres humains deviendraient des animaux dans une symbiose parfaite, selon Deleuze et Guattari, dans leur chapitre consacré au devenir animal en 1000 Platon, écrit en 1980. De l'Antiquité jusqu'à la modernité, l'imaginaire collectif nous a donné de nombreux exemples de cette alliance, et nourrissant notre univers onirique et réel de toutes sortes d'êtres, des centaures, des minotaures, des sirènes, des sphinx, des hommes jaguars, des loups-garous, des hommes chauves-souris, des hommes singes, etc. L'art, comme la littérature, et plus tard le cinéma, rend compte de cela. Cependant, avec le triomphe de la raison, cette alliance
est remise en question. Dès lors, la communication entre l'humain et l'animal semble être brisée. Du fait de ces dialogues brisés, l'homme et l'animal essayent de se rétablir ce qui a été perdu. On connaît l'un des derniers dialogues impossibles, entre guillemets, entre l'homme pensant, l'homme qui possède les logos, les philosophes, Jacques Derrida, et son chat. En apparence, un être dépourvu des pensées, donc des paroles. Comment s'établit ce dialogue avec un être qui est dépourvu des paroles? Dans son dernier texte, le texte posthume de Derrida, L'animal que donc je suis, on voit ce dialogue du philosophe avec son chat. Il est possible d'établir un dialogue avec celui qui semble ne rien dire, puisque dépourvu de pensée et par conséquent de voix, le dialogue serait-il impossible? Dans le même sens, auparavant, dans les années 60, l'artiste allemand fondateur du Parti Vert, l'un des fondateurs, Joseph Beuys, nous a déjà montré dans sa célèbre performance I Like America and America Likes Me que cela était possible, tout à fait possible, car il considérait que nous avions beaucoup en commun avec la bête. À l'époque, dans le XIXe siècle, Federico Nietzsche annonçait notre excès d'humanité, avec son fameux titre humain, trop humain. Cet excès d'humanité, à l'inverse de la raison, semble ouvrir une porte vers la déraison et par conséquent vers cette sorte d'animalité qu'on a classée, surtout après le siècle du rationalisme, après le XVIIIe siècle, on a classé du côté de l'irrationnel. L'animal, ça serait quelque chose d'irrationnel, dépourvu de pensée, de logos, qui est exclusif de l'humain. Il remet en question notre idée d'humanité et ouvre une réflexion vers un autre horizon possible. C'est d'ailleurs la thèse développée par Friedrich Nietzsche dans L'origine de la tragédie, où l'animal, rapproché de l'esprit dionysiaque, dialogue de manière étroite avec l'esprit apollinien. De même, dans son ouvrage Ainsi parlait Zarathustra, se trouve un lien étroit entre cette fameuse figure nietzschéenne, le surhumain et l'animal. On va citer à Friedrich Nietzsche. Je vous enseigne le surhumain. L'homme n'existe que pour être dépassé. Qu'avez-vous fait pour le dépasser? Jusqu'à présent, tous les êtres ont créé quelque chose qui les dépasse. Et vous voudriez être le reflux de cette grande marée et retourner à la bête plutôt que dépasser l'homme? Les singes, qu'est-il pour l'homme? Dérision ou honte douloureuse? Tel serait l'homme pour le surhumain. Dérision ou honte douloureuse. Vous avez fait le schéma qui va du ver à l'homme. Et vous avez encore beaucoup de ver en vous. Jadis, finit Nietzsche,
vous avez été singe. Et même à présent, l'homme est plus singe qu'aucun singe. Jusqu'ici, la citation de Federico Nietzsche est ainsi parlait Zarathustra. En effet, comme on l'a annoncé Nietzsche, les surhumains est l'essence de la terre. Cela ne veut pas dire qu'il serait une sorte d'être humain sublime qui dévore de toute matérialité vers son idéalisme et qui se situe au corps même d'un humanisme qui les transforme en un être humain. Cette idée a par exemple nourri l'imaginaire nazi et même le fascisme. Au contraire, les surhumains seraient ce dépassement de l'humain vers un véritable retour à la terre. Or, on le sait, il n'y a plus de terre si ce n'est qu'une présence animale. Même si l'animal vole, même si l'animal nage, la terre, elle est toujours là. Et c'est précisément ce prophète, Zarathustra, qui annonce ce qui semblait inimaginable et impensable jusqu'à présent. L'homme est un pont entre l'animal et le surhomme. Il est une alliance parfaite qui se trouve brisée par un excès d'humanisme empêchant tout dialogue. Or, l'abîme, la distance entre l'un et l'autre consiste en une métaphore de l'incompréhension entre un extrême et l'autre. L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhumain, une corde au-dessus d'un abîme. Danger de franchir l'abîme, danger d'être saisi d'effroi et s'arrêter tout court. La grandeur de l'homme, avec une grande tache, c'est qu'il est un pont et non un terme. C'est que l'on peut aimer chez l'homme, c'est qu'il est transition et perdition. On va arrêter là cette première partie de cette petite histoire de l'animalité que j'ai publiée avec mes collègues de l'Université de Québec au Canada dans l'année 2013 et qu'on espère reprendre et publier ici en France. Et l'idée, c'est justement de montrer ce que Nietzsche avait déjà énoncé et que l'imaginaire collectif de l'art, la littérature, le cinéma nous ont donné de nombreux exemples. Si on veut resituer la notion de l'humanité au cœur du débat aujourd'hui, dans cette époque où on parle beaucoup de l'anthropocène, de le surhumain, mais surtout dans la question du post-humanisme, on pense que la question de l'humanisme, c'est quelque chose de dépassé, qui est derrière nous, dans l'oubli, dans une mémoire lointaine. Mais notre propos, c'est de situer au cœur du débat contemporain la notion de humanisme à partir de la notion de l'animalité.